Bonjour Manon. Bonjour. Tu tiens la chaîne C'est une autre histoire Tout à fait. sur YouTube. Depuis combien de temps maintenant? Ça fait 2 ans. C'était en septembre 2015. T'en as parcouru du chemin en 2 ans déjà, c'est chouette. Ouais, c'est cool. Moi pour commencer j'ai envie de savoir un petit peu qui es-tu, d'où viens-tu? Je suis née à Pau, personne n'est parfait. Voilà. J'ai grandi sous la pluie à Pau. C'est une ville très bien placée parce que la montagne est pas loin et la mer est pas loin, mais il pleut énormément. Bref. Après le bac, un bac S, somme toute classique pour les bons élèves, gna gna gna, tu vois, le circuit que tu suis parce que tu sais pas ce que tu veux faire, mais voilà. J'ai fait un an de prépa à Bordeaux, en Hippocagne, prépa lettres par contre. Et je n'ai pas fait la deuxième année. Et je suis arrivée à la fac à Toulouse. Et depuis, j'habite à Toulouse, donc maintenant, ça fait bien 10 ans. Alors on va revenir un tout petit peu en arrière. Ouais. Toi t'étais quel type d'enfant? Genre t'étais comment quand t'étais enfant? Quand j'étais toute petite, j'étais chiante, je piquais des grosses colères, je faisais péter des câbles à mes parents du style, il fallait emmener une copine avec moi en vacances parce que sinon j'étais trop chiante. Mais ça, c'était assez petite. Et après, j'étais plutôt une ado un peu introvertie. Plus tard, un peu bisu au collège, un peu mal dans ses baskets et tout. Bon, ça collait aussi avec une période de ma vie où mes parents s'étaient séparés, tu vois. Bon, puis l'adolescence, quoi, mais assez banal. L'histoire, c'est une passion qui t'est venue à quel âge à peu près? T'as décidé tard ou c'était un truc qui t'animait depuis que t'étais toute petite? Alors, la mythologie, j'ai toujours kiffé ça. J'ai toujours adoré ça et ma maman avait fait une reprise d'études quand j'étais jeune pour faire de l'histoire de l'art et elle faisait ce truc de me raconter les histoires qu'on voyait dans les tableaux et tout. Donc ça, c'est un truc... moi, j'adorais dans les musées qu'elle me raconte l'histoire qui était représentée et tout, puisqu'elle suivait ses cours d'histoire de l'art en même temps. Donc c'est exactement ce que je fais dans les vidéos. Donc tu dis que c'est ta maman un petit peu qui t'a donné le goût pour la mythologie. Ouais. Mais après, t'as fait un bac S. Ouais, j'ai fait un bac S parce que, sans trop réfléchir, j'étais la bonne élève. Alors mon père, par contre, lui, est vraiment scientifique. Il est prof de physique électronique à Pau. Bah, tu sais, le truc classique de... T'es bonne partout, tu n'as pas une préférence particulière pour un truc ou l'autre. D'ailleurs, c'est rigolo, au bac d'histoire, j'ai eu 11, tu vois. Bac d'histoire en S, en plus, j'ai pas trop brillé, tu vois. Mais ouais, du coup, j'ai fait bac S. Mais par contre, ensuite... Alors, à l'époque, j'ai dessiné beaucoup, ce que je ne fais plus du tout. Je dessine, mais plus du tout, jamais. Comment ça se fait que t'as arrêté ça? Je sais pas, j'ai plus eu le temps. Collège et lycée, je dessinais énormément. Et après, quand j'étais en cours et que je me faisais chier à la fac et tout, je faisais des petits strips où je représentais mes copines et moi avec des conneries, tu vois. Mais sinon, j'avais pas la patience de faire un truc abouti. Et du coup, à la fin du lycée, j'ai passé des écoles de dessin animé. Je me suis rétamée au Gobelin, mais genre monumentalement. Je suis allée assez loin dans la sélection pour une école de dessin animé à Angoulême. Mais j'ai été recalée sur l'entretien final, un truc comme ça. Et du coup, dans la liste de trucs à faire après le bac, j'avais mis plein de prépa, parce que voilà, t'es une bonne élève, donc tu vas en prépa, tu vois, le truc classique. Et j'avais mis en premier une prépa littéraire à Montaigne, au lycée Montaigne, parce qu'il y avait une option art plastique, en me disant comme ça, je vais pouvoir me perfectionner et tout. Et ensuite, j'avais mis que des prépas scientifiques ailleurs. Et en fait, j'ai eu mon premier choix. Donc je me suis retrouvée là. Et là, j'ai eu des profs d'histoire géniaux. Donc un prof d'antiquité et un prof d'histoire contemporaine, notamment histoire contemporaine, c'est à partir du 19e. Et voilà, il n'y a pas de secret maintenant, je travaille sur ces trucs-là. Et là, je me suis dit, ah ouais, trop bien l'histoire. Et comme de toute façon, en prépa à Montaigne, il y avait une sélection pour aller en Cagne, après l'Hippocagne, ils prenaient que la moitié des gens, en gros. J'étais pas prise et ça m'allait très bien. Et du coup, après, je suis arrivée à la fac à Toulouse. Et là, j'ai fait un L2 d'histoire avec une équivalence entre un L2. Et j'ai trop aimé. Et c'est vrai qu'en plus, c'était hyper confortable. Après avoir fait la prépa, la fac, c'est hyper facile à côté du coup. Donc voilà. Donc l'histoire, j'ai été intéressée par l'histoire dans ma jeunesse parce que ma mère m'en disait. Mais effectivement, j'ai fait des études, un bac plus scientifique, ce qui est cool pour te donner quand même un esprit un peu cartésien, je pense, et tout. Et après, c'est en prépa que là, j'ai eu des profs trop bien et que ça m'a passionnée, quoi. Après cette année de prépa, je me suis orientée vers le métier de prof des écoles. Parce que, comme tout prof, je viens d'une famille de profs. Mon père est prof de fac, sa sœur est prof de fac, mes grands-parents étaient profs de lycée, leurs frères et sœurs, etc. Enfin, voilà, famille de profs, le schéma classique. Du coup, quand t'as pas d'idée et qu'en plus, t'as connu que ce milieu-là toute ta vie, en fait. Parce que ton parcours
scolaire, bah, tu étais dans le milieu scolaire, puis ensuite tes modèles à la maison, c'est des gens qui sont dans l'enseignement, tu connais pas, t'as pas d'autres idées en fait. C'est extrêmement, tu vois. Puis Donc, même, j'imagine, enfin, tu disais que c'est compliqué le milieu du dessin en termes de travail, mais faire une licence d'histoire, je sais pas s'il y a énormément de débouchés après aussi. Et il n'y a donc pas de débouchés. Et il n'y a pas de débouchés en effet. À part être prof, très peu de trucs. Il y a un peu d'opportunités dans les métiers du patrimoine, mais les places sont chères. Ou pas mal de gens aussi vont s'orienter vers le journalisme après. Parce que ça peut être pas mal d'avoir une licence d'histoire ou un master d'histoire. Quand tu es journaliste, ça te fait un bagage de culture G qui est cool. Donc en effet, en histoire, je me suis dit, bon bah... Enfin, tu vois, à la fin de la prépa, j'ai même pas retenté les écoles de dessin animé. Et je me suis dit, non, en fait, je ferai pas ça. Et du coup, t'as commencé des études pour devenir prof. Ouais. Donc j'ai un parcours un peu chaotique. Donc j'ai fait le L2 d'histoire. Et l'année qui suivait ta licence, après tu pouvais passer le concours. Donc en gros c'est comme si tu avais une année de M1 mais tu faisais pas un master. Et à la fin de cette année-là, tu passais le concours. Tu passais pas le concours l'année de ton L3. Donc mon L3 préparait les QCM pour rentrer dans cette prépa concours. Et donc là, il y avait toutes les disciplines qu'il y a au concours, sauf l'histoire, parce qu'ils n'avaient pas eu la convention pour donner les cours d'histoire dans la licence où j'étais. Bref, et j'ai détesté cette année, enfin au niveau des études. Hein. C'était vraiment, ça m'a ennuyée, mais c'est là où je dessinais du coup des petits strips et tout. J'ai détesté ça, j'ai trouvé ça chiant à mourir. J'ai eu le concours, donc le QCM pour entrer dans la prépa concours l'année suivante, donc là on est à bac plus 4. Donc l'histoire, ça me manquait énormément. Je détestais ce que je faisais. Donc j'ai fait la prépa concours pour avoir le concours. Là, j'ai eu un passage un peu, d'ailleurs, un peu burn-out où je me suis dit, mais je suis en train de préparer un concours difficile et j'aime pas ce que je suis en train d'étudier. Tu faisais des stages en école primaire. Et en fait, les stages, c'était assez ingrat parce que, en gros, tu passais 3 semaines dans une classe. Et 3 semaines, c'est pas assez pour t'imposer dans la classe. Enfin, tu vois, t'es la maîtresse temporaire et en fait, en gros, au bout des 3 semaines, c'est le temps qu'il te faut pour être bien dans la classe et puis là, c'était fini, tu te barrais. Et du coup, ça me plaisait pas non plus et je me disais, je suis en train de préparer un truc qui me plaît pas, je vais faire un métier qui me plaît pas. J'ai passé le concours quand même, je l'ai eu. C'est une chance incroyable parce qu'il y a plein de gens qui triment pour avoir ce concours, donc trop cool. Sauf que j'étais là, je sais pas si j'ai envie de faire ça en fait. Donc c'était un peu le même vécu, un peu ingrat, sauf dans cette classe que j'allais voir tous les lundis parce que là, je les ai suivis toute l'année. Mais du coup, j'étais très mitigée, tu vois. Je me disais, j'ai eu le concours, je peux pas cracher dessus, c'est un poste de fonctionnaire, il y a plein de copines à moi qui l'ont pas eu et c'est chaud, tu vois. Et en même temps, enfin, tu vois, enfin voilà quoi, si t'es scolaire, tu finis par avoir le concours, donc c'est ce qui s'est passé pour moi et tout. Je l'ai eu. En plus du premier coup, c'est vraiment une chance. Mais j'étais en mode, je suis pas sûre d'aimer ça en fait. Et du coup, quand j'ai commencé à enseigner, que j'étais en poste, je me suis mise tout de suite à mi-temps en me disant, c'est l'histoire qui me manque, j'ai envie de refaire l'histoire parce qu'en fin de compte, si t'as suivi jusque-là, j'ai fait de l'histoire en prépa et juste en L2. Mais tu vois, j'avais pas beaucoup fait d'histoire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un truc d'enfance qui t'a suivi après, en fait, qui t'a rattrapé. Enfin, c'est vraiment la prépa, je pense, qui m'a particulièrement accrochée sur l'histoire. Mais je me suis dit, ça me manque trop, j'ai une licence, je vais me mettre à mi-temps et je vais faire un master d'histoire en même temps. Et donc, il s'est trouvé qu'en fait, en enseignant avec ma propre classe, j'ai vraiment aimé, tu vois, enseigner. Même si aujourd'hui, ça me manque pas du tout. Mais j'ai vraiment eu des super contacts avec les élèves, ça c'était cool. Les parents d'élèves, c'était plus aléatoire parce que comme j'étais jeune, tu vois, que j'avais 22 ans, on me prenait parfois de haut et tout ça pour me dire à la fin de l'année, ah bah finalement ça s'est bien passé. Avec les gamins, ça s'est vraiment bien passé. Mais ça, j'aime beaucoup le rapport avec les enfants. J'ai fait beaucoup d'animation aussi en bénévole dans des associations. Mais voilà, et du coup, j'ai fait mon master en même temps, en étant à mi-temps. Alors c'était un mi-temps annualisé en fait, donc je travaillais pas les 6 premiers mois de l'année, je travaillais les 6 derniers mois et j'étais payée mi-temps toute l'année. Et ça me permettait d'aller à la fac, de suivre les IE du premier semestre. Je rendais juste des devoirs pour le second semestre et d'écrire mon mémoire l'été et de soutenir en septembre. J'ai fait ça pour le M1. Et le M2, je l'ai fait en 2 ans parce que la même année, j'étais inspectée aussi à l'Éducation nationale et c'est important pour ta carrière. Donc je voulais pas négliger l'inspection, ni le M2 parce que j'avais déjà le projet d'aller en thèse. Et là, j'ai eu un financement de thèse. J'ai réussi à le décrocher, ce qui est une très grande chance en sciences humaines et c'est très rare. Dans mon école doctorale, tu vois, c'est donc l'espèce de vie scolaire des doctorants, on doit être 10-20% financé. Donc mon école doctorale, elle regroupe que des disciplines de sciences humaines, tu vois, géo, histoire, sociaux, éco, etc. Et on est 10-20% à être financé, les autres s'autofinancent en travaillant à côté, etc. Et c'est un travail de dingue.
Et ça me permettait d'arrêter d'enseigner et de faire que la thèse. Et sinon, je ne serais pas allée en thèse, je pense, parce que je ne me sentais pas de faire l'école primaire et en même temps la thèse, quoi. Ça fait trop de grand écart mental, quoi. Ouais, puis même en termes de rythme de vie, Ouais. une thèse, c'est énormément de boulot. Ah ouais. Gérer une classe, c'est énormément de travail. Donc, c'est épuisant. Déjà, tu avais cumulé pendant le master, c'est ça. J'avais déjà fait. Donc, Je me sentais pas de le refaire, mais il y en a plein qui le font. Hein. J'admire énormément et qui font des thèses qui durent très longtemps. La plupart sont déjà enseignants dans le secondaire, plutôt prof d'histoire, histoire géo au collège-lycée, tu vois. Et du coup, voilà, je suis partie en thèse, donc j'ai pu arrêter de travailler. Par contre, c'est un financement qui dure 3 ans. Et une thèse d'histoire, ça dure plus longtemps que 3 ans. Là, t'es à ta 4e année. Je rentre en 5e. Je m'inscris en 5e. C'est la fin, mais je m'inscris en 5e pour soutenir. Donc, j'ai eu un espèce de rallongement de contrat avec la fac pour pouvoir terminer la thèse. Donc, je suis à mi-temps maintenant. Et je vis grâce à la chaîne Mondes Sociaux, qui est la chaîne de l'Université de Toulouse, pour qui je fais des vidéos. Donc, quand ils ont vu, parce que du coup, ça fait 2 ans que j'ai démarré la chaîne, et quand ils ont vu mon activité de vidéaste, ils ont dit « Ah, mais tu pourrais nous faire des vidéos aussi, et comme ça, on te prolonge ton contrat. » Et ça me permet de vivre grâce à ça. Et c'est là aussi, quand mon contrat arrivait à terme, mon contrat doctoral, donc de financement de thèse, que j'ai lancé le Tipeee, en me disant « Comme ça, entre le mi-temps, avec la fac, le mi-temps, tu vois, je suis à autour de 800 € par mois. » Et le Tipeee a super marché. Je suis incroyablement chanceuse parce que la communauté soutient vraiment. Merci les gens, vous êtes les meilleurs. Comme beaucoup de gens, en fait, j'ai l'impression que comme beaucoup de gens que je rencontre, t'as un parcours où t'as hésité plein de fois, t'as dit « Ah, je vais peut-être commencer par faire ça, en fait non, je vais faire ça, en fait non, je vais faire ça ». À quel moment dans ce parcours où tu viens d'entrer en thèse, tu te dis « En plus de ma thèse, je vais lancer une chaîne YouTube parce que c'est pas assez ». J'ai eu une première expérience de vulgarisation scientifique avec un concours organisé par le CNRS qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, trop cool, c'est de la scène !» Moi, je fais du théâtre, du coup, en amateur total, mais je fais du théâtre depuis un moment maintenant et j'adore ça, tu vois. Je me suis dit « C'est l'occasion d'allier mon domaine avec un truc que j'adore, la scène, tu vois. » Et t'avais une formation un peu à la vulgarisation et tout. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, j'ai réussi à avoir le prix du public dans ma région. Et c'est hyper valorisant, en fait, parce que ça veut dire que la majorité de la salle était convaincue par ton contenu. Du coup, là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Enfin, j'avais adoré ça, tu vois. Et dans la même année, avec un pote, on avait fait une petite vidéo sur la ville de Toulouse, qui est maintenant sur la chaîne et que les abonnés ont probablement vu. Donc Toulouse au détail. Et c'était pour participer à un concours de court-métrage. Donc c'est une vidéo sur des mini-détails de la vie, qui d'ailleurs maintenant, c'était il y a 2 ans, mais il y a pas mal de trucs qui ont bougé, qui n'existent plus, c'est trop triste, mais bon bref. Et du coup, c'est inspiré du format de Patrick Beau, d'Axolot. Donc moi j'avais vu sa vidéo à l'époque, il n'y avait que celle sur New York, je pense, qui était sortie. C'était Les Étranges Escales, ouais, c'est ça ? Les Étranges Escales, voilà. Et j'avais trouvé ça trop cool. Bon déjà, j'adore le travail de Patrick et tout, je suis vraiment trop fan. Et ce format-là, j'avais trouvé ça une super idée de te montrer New York et de pas te montrer une énième fois la Statue de la Liberté, ce que tout le monde connaît et tout, et de te montrer des trucs insolites et pas connus, ou en tout cas pas de nous, tu vois. Et quand le concours a été fini, je l'ai mise en ligne pour la montrer aux potes. Et ça avait fait 800 vues, ce qui est rien par rapport à une chaîne YouTube, mais sur juste ta vidéo perso à toi de vacances, tu vois, de niveau de tes vidéos de vacances, j'étais là, waouh, 800 vues, mais vous êtes fous les potes et tout. Et du coup, là, je m'étais dit, tiens, je pourrais l'envoyer à la Dépêche, tu vois, la presse locale et tout. Donc, ils avaient fait un article et ça a fait un petit buzz local, tu vois, ça fait même plus de vues que ce que je fais maintenant. Genre, en une semaine, il y avait eu 80 000 vues, tu vois. Et là, on s'était dit avec mon pote, trop cool, entre l'expérience de la vulgarisation que j'avais adorée et qui m'avait confirmé qu'il y avait un public pour ça et cette vidéo, je me suis dit, il y a moyen peut-être de faire une chaîne YouTube sur un domaine qui est plus le mien, parce que je suis pas du tout spécialiste de la ville de Toulouse ou quoi, de parler d'histoire, et il y aura peut-être un public pour ça. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé en septembre 2015. Tu fais partie donc d'une communauté de vulgarisateurs. Ouais. Comment tu te situes aujourd'hui dans cette communauté en fait ? Alors ça, c'est un des trucs trop géniaux que YouTube m'a apporté, c'est de rencontrer des gens trop cool. En dehors du fait que maintenant je commence à en vivre et que très probablement ça va devenir mon activité après la thèse, tu vois, je vais m'orienter vers ça. Et en effet, en particulier dans la communauté de la vulgarisation, parce que de fait, on s'est rapprochés à la base les uns les autres parce qu'on a des centres d'intérêt communs ou des problématiques communes sur comment tu gères tel truc, comment tu amènes ce sujet. Enfin,
Voilà. Et là, ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais jamais croisés parce que déjà, on n'habite pas dans la même ville ou dans le même pays, tu vois. Et on ne vient pas des mêmes univers, on se serait probablement jamais croisés, mais on a juste en commun YouTube et la vulgarisation. Et du coup, c'est trop cool, quoi. T'as l'impression que YouTube vous encourage, enfin que c'est facile de faire de la vulgarisation sur YouTube ou ça a été un peu, c'est un peu un combat pour se faire reconnaître? YouTube, l'algorithme, il est assez mystérieux et je suis pas sûre qu'ils mettent beaucoup en avant la vulga. À ce que j'ai cru comprendre, c'est assez important ton watch time, le pourcentage de temps regardé de la vidéo. Et les vidéos de vulgarisation, c'est un public qui est quand même plutôt intéressé et qui a priori, pas forcément toujours, hein, mais regarde assez jusqu'au bout et est capable d'encaisser des vidéos assez longues. Du coup, peut-être que finalement, ça nous profite assez. Je sais pas. D'accord. Et d'ailleurs, ton public, tu sais un peu à quoi il ressemble? C'est qui te regarde? Alors, si j'en crois les stats YouTube, c'est principalement des gens entre 18 et 35 ans, donc ma tranche d'âge. Très peu de très jeunes, d'ados, très peu. Et enfin, souvent, on croit que j'ai un style pour ados parce que c'est un peu urbain et tout, mais pas du tout. En fait, les ados regardent très peu. Et un peu plus entre 40 et 50 apparemment, et pas beaucoup de seniors non plus. Donc c'est vraiment ma tranche d'âge, ce qui n'est pas hyper surprenant parce que j'ai pas spécialement réfléchi à une cible quand je l'ai fait, j'ai juste fait à ma façon, comme je parlerais à mes potes et comme j'aurais aimé voir, donc c'est logique que ça s'adresse à ma génération, que ça parle à ma génération. Et après, les cours me disent aussi que c'est des trois quarts un public masculin. J'ai bien un quart ou un peu plus féminin, ce qui est pas mal en vulgarisation. En fait, on s'est rendu compte, on en parlait avec les copains en se disant putain c'est dingue d'avoir si peu de meufs qui regardent. Et en fait, je suis encore mieux lotie que d'autres potes en vulga qui sont vraiment un public principalement masculin. Donc j'ai un peu de nana, notamment grâce à Mademoiselle, hein, parce que comme Mademoiselle a fait des articles et tout, je pense que ça m'amène un public féminin. Mais après, je suis pas forcément surprise parce qu'en termes de socialisation, on pousse assez peu les filles vers la science quand même et la recherche. Oui, mais la science dure, au sens, tu sais, comme on dit, maths, physique, tout ça. On pousse moins les filles vers ça, mais pour le coup, l'histoire ou quoi. Mais pourtant, on est quand même quelques nanas à en faire aussi, tu vois. Enfin, ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y en a pas tant que ça non plus, des nanas dans ce milieu. Il n'y en a pas tant que ça. C'est... Mais j'ai beaucoup apprécié le travail des internets pour ça, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, je pensais qu'il y avait à peu près mes copines vulgarisatrices et moi en meufs à faire du contenu autre que du lifestyle et de la beauté. Parce que sinon, en fait, je connaissais que quelques meufs en humour, ou tu vois, les collectifs Golden Moustache et compagnie, où il y a des nanas. Et en fait, avec les internets, je me suis rendu compte que trop pas, et c'est trop bien. Et en fait, non, il y a plein de meufs qui font plein de trucs hyper variés. J'ai découvert des styles que je connaissais pas du tout, par exemple les booktubeuses. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de booktubeuses. Et je connaissais pas à part Miss Book, mais je savais pas que c'était un phénomène carrément comme ça et tout. Donc ça m'a vraiment permis de me rendre compte de ça, et donc c'est trop cool. Mais c'est vrai que, quand même, par rapport au nombre de mecs, en tout cas, on n'est pas encore à la parité, mais voilà quoi. Ça, je pense que ça vient de plus en plus quand même. C'est qu'il faut oser se lancer aussi pour faire ça. Ouais. Donc, ouais, il faut oser se lancer. Mais moi, j'aurais un petit message pour les meufs qui veulent se lancer d'ailleurs. Parce que, tu vois, je réfléchissais avec des copines au docu des internets, que j'ai trouvé super bien fait, super agréable et qui a raison, encore une fois, d'être là et tout, pour parler des soucis qu'on peut avoir en tant que meuf sur YouTube. Mais du coup, en le regardant, je me suis dit... Alors, je l'ai vu il y a un moment, donc peut-être que je l'ai déformé dans mes souvenirs, et je m'en excuse si c'est le cas, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu qu'un seul son de cloche, qui était globalement, c'est dur d'être une meuf sur YouTube. Et moi, en tout cas, je le vis bien, en fait. Alors, vraiment, je vais être claire dans ce que je dis, je suis absolument pas en train de dénigrer ce que les meufs ont dit dessus, et si elles en parlent, c'est que c'est vrai, et ça craint, et heureusement qu'il y a un documentaire pour en parler, c'est très bien, tu vois. Je diminue pas du tout leur ressenti ou quoi que ce soit. Mais moi, par contre, je ne l'ai pas vécu comme ça du tout. Je ne vis pas mon expérience comme ça pour l'instant. En tout cas, je ne sais pas, peut-être qu'en grandissant, je serai plus exposée à des trucs de sexisme et tout. Mais pour l'instant, je suis hyper épargnée par ça. En fait, j'en ai parlé autour de moi, justement, avec les copines qui font de la vulga, et je leur ai demandé, mais du coup, toi, tu la vis comme ça aussi et tout? Et elles m'ont dit, bah non, moi non plus. Ouais, moi non plus, moi non plus. Et du coup, je me suis dit, bah ça serait cool de dire aussi, ça peut aussi bien se passer et pas forcément être... difficile comme ce que les meufs malheureusement ont mis en avant et tout. Enfin malheureusement,
malheureusement vivent, mais elles font très bien de le mettre en avant. Mais je pense qu'en 2 ans, des gens que j'ai bannis parce que vraiment c'était trop sexiste et tout, je pense que je les compte sur les doigts de la main, franchement, tu vois. Donc soit j'ai méga de la chance et je suis super épargnée, mais mes copines avaient l'air de me dire là, que c'était la même chose pour elles, qui sont en vulgaire. J'ai pas demandé aux potes qui sont dans l'humour. Tu penses à qui, par exemple? J'ai demandé à Viviane de Syllabus, elle m'a dit non, moi ça va. J'ai demandé à Mélissa des Chroniques de Vesper, elle m'a dit moi ça va. Enfin, il y en a quelques-uns des commentaires sexistes, mais ça va, tu vois. J'ai demandé à Marine de Castor Moser. C'est aussi qu'on est des petites chaînes, donc il doit y avoir ça qui joue, on est moins exposé, je pense. Donc probablement que ça vient en grandissant. Mais du coup, j'ai envie de dire aux nanas qui veulent se lancer, en tout cas, je vais parler pour la vulgarisation. Du coup, je sais pas si t'es plus exposé quand tu fais autre chose. Enfin, si tu fais un sujet politique ou militant, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que tu t'exposes, c'est sûr. Mais il faut le faire aussi. Enfin, c'est juste qu'il faut te préparer à ça, quoi. Ça c'est clair que là, tu vas te prendre des attaques. Mais du coup, si tu fais de la vulga, j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, je vais te dire, moi, c'est cool. C'est cool, allez-y, peut-être ça va bien se passer aussi. Et j'ai envie de donner un peu un truc positif dessus. Franchement, oui, il y en a quelques-uns, des commentaires déplacés, mais ça va. Déjà, ça ne m'atteint pas. Probablement qu'en grandissant, il y en aura de plus en plus. Mais du coup, je me dis, t'as le temps de te forger un peu une carapace et tout. Enfin, j'espère. Enfin, en vrai, tu t'habitues jamais vraiment à ça et c'est pas normal. Et il y a des meufs qui ont des énormes chaînes qui disent qu'elles en souffrent encore et c'est pas normal, tu vois. Ça devrait pas arriver. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est possible aussi que ça se passe bien et on peut le faire avec détente. Et après, je pense qu'il faut aussi Enfin, je me questionne aussi sur qu'est-ce que c'est un commentaire sexiste, tu vois. Parce que pour moi, un commentaire sexiste, c'est un commentaire qui fait une différence en fonction de ton sexe. Pas forcément un commentaire de... par exemple, quelqu'un qui me dit « Ah, tu vois, de temps en temps, t'es super jolie, si j'avais eu une prof comme ça, j'aurais pu s'écouter en cours. » Ça, pour moi, c'est pas sexiste, c'est déplacé. Et c'est pas... Ça n'a rien à faire là. Mais c'est pas sexiste, parce que mes potes mecs, ils ont ce genre de commentaires aussi. Ils ont le droit aussi à « T'es super canon, je voudrais avoir un prof comme toi, t'es trop beau. » Tu vois. Donc c'est pas différencié en fonction de ton sexe. Ce qui est déplacé, ce qui serait sexiste, par exemple, ça serait « T'es une femme, tu peux pas parler d'histoire. » Mais ça, j'ai jamais eu. Ou alors, j'ai eu des fois des trucs genre ferme ta gueule et mets un décolleté. Ça, oui, parce qu'on peut pas dire ça à un mec. Ou éventuellement, on peut lui dire mets-toi à poil, j'en sais rien. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il faut peut-être aussi voir qu'est-ce qui est sexiste ou non. Ça serait sexiste si on constatait que les meufs reçoivent plus de commentaires sur leur physique que les mecs, par exemple, statistiquement. C'est possible, mais j'en sais rien. Je serais curieuse de voir une étude là-dessus. Parce qu'honnêtement, mes potes mecs, ils en ont des commentaires sur leur physique aussi, tu vois. Que ce soit pour dire... Enfin, moi, j'ai le t'es moche aussi, nana, tu vois. J'ai les deux, c'est pas... Mais je sais pas si c'est sexiste si on constate que les meufs, ils sont plus sujettes. J'en sais rien, c'est peut-être le cas, mais dans ce cas, je serais curieuse de voir une étude là-dessus. Mais justement, t'as dit un truc qui est intéressant. T'as dit que personne n'était venu te dire t'es une meuf, t'as pas le droit de parler d'histoire. On n'a jamais remis en question ta légitimité à parler du sujet? Si, mais pas du fait que je sois une meuf, par contre. Y a des gens qui me disent, qui me prennent de haut parce qu'ils pensent que je suis très jeune et tout. Ce qui, d'une, ne t'empêche pas de faire un bon travail, même si tu es jeune. Et ensuite, est assez condescendant, genre, j'ai le droit des fois à jeune fille, nanana. En fait, je suis pas si jeune, j'ai 30 ans quand même, tu vois. Donc, mais bon, enfin, quand bien même j'aurais 20 ans, c'est pas la bienvenue, c'est pas parce que t'as 20 ans que tu fais de la merde. Mais par contre, quand je dis que je suis en thèse, d'un seul coup, les gens, ils font « Ah, d'accord !» Comme si, d'un seul coup, ça changeait mon contenu, tu vois. C'est con. Enfin, déjà, tu peux ne pas être spécialiste et faire du très bon travail avec, tu vois, je prends souvent son exemple, mais Ben de Nota Bene, et pas historien de formation. Et par contre, il essaye au mieux de produire un bon contenu. Il a créé un groupe sur Facebook pour les vidéastes qui font de l'histoire, et sur lequel il fait rentrer des spécialistes, donc des historiens, etc., en tout domaine varié, pour que tu puisses faire relire tes scripts. Donc c'est une super démarche, tu vois. Et du coup, c'est pas parce que t'as pas la formation qu'il faut que tu fais pas du bon travail. Et inversement, quand t'es spécialiste d'un domaine, souvent t'es pas très bon pour vulgariser, tu vois. Parce que la vulgarisation en soi, les méthodes de communication, ça s'apprend aussi. Et c'est pas inné du tout. Et les chercheurs, ils ont du mal. Ils sont très mauvais en communication d'une manière générale. Enfin, t'as des exceptions, bien sûr, mais ils ont du mal à aller vers le public. Déjà, quand ils prennent pas ça de haut en considérant que la vulgarisation, ça dévalorise la recherche et tout. Enfin, ça change beaucoup. Hein. Ça, c'est un peu les vieux. Hein. C'est vraiment en train de changer. Mais surtout, ils ont du mal à aller à l'essentiel,
à être compréhensible, parce que quand tu connais par cœur un truc, tu te rends plus compte que tout le monde ne sait pas ce genre de truc et qu'il faut tout expliquer, tu vois. En général, je dis je suis en thèse et là les gens font oh d'accord. Et en vrai, ça devrait pas être un critère, tu vois. Enfin, ça devrait être un critère normalement pour valider mon contenu. A priori, mon contenu est ok parce que normalement je le maîtrise. Et quand je fais des vidéos qui sont pas du tout de mon domaine, justement, j'essaie de faire relire je fais relire par des gens qui sont spécialistes. Ouais, c'était la question que j'allais te poser. Ouais. Tu travailles avec des gens sur tes scripts et tout? Et ben, par le groupe notamment que Ben a créé, par mes connaissances à moi, du coup, je connais beaucoup de gens à la fac en histoire et tout, je m'aide de ça. Et la dernière fois, j'ai fait un sujet vraiment autre. J'ai fait un sujet sur... Alors, j'ai fait 2 sujets assez autres de ce que je faisais jusque-là. Là, j'essaye de diversifier la chaîne un peu. J'en ai un peu marre de la mythologie, donc j'ai envie de diversifier. Donc, il y a eu un sujet sur la propagande. Et là, tu vois, j'ai fait relire par des potes qui sont plus calés en politique, comme Usul ou même en discours, etc., comme la Tronchambier, tu vois. Et j'ai fait une vidéo sur Bouddha, sur l'iconographie de Bouddha. Et là, je suis absolument pas spécialiste. Et j'avais personne sous la main pour ça. Et du coup, là, j'ai demandé à la communauté et j'ai trouvé des gens qui ont accepté de me relire et qui avaient des formations, des licences en trucs ou des masters, tu vois, en études bouddhiques ou en histoire de l'art oriental, tu vois. Pourquoi t'adores ça à la base? Pourquoi la mythologie en particulier? Ouais, bah parce que c'est des histoires, quoi. C'est des histoires avec des créatures fantastiques. Ouais, ça, c'est vraiment le truc de gamine. Par contre, moi, j'adorais ça, tous les dieux. Un des trucs qui m'avait fait rentrer dedans, c'était Fantasia de Disney avec le petit morceau avec les licornes et tout, alors que franchement c'est hyper rose bonbon à la Disney et tout, tu vois, ça n'a rien à voir avec la mythologie telle qu'elle est à la base, mais c'est pas grave en fait, c'est ça qui est intéressant parce que la mythologie, c'est déjà dans l'Antiquité, c'est une affaire de réappropriation en permanence. C'est pour ça qu'il existe 10 000 versions différentes des mythes, parce que en fonction de qui le raconte ou dans quelle région ou machin, on va se la réapproprier l'histoire et on va la modifier en permanence, c'est ça l'histoire de la mythologie. Donc que aujourd'hui tu te la réappropries et tu l'actualises avec les goûts du jour comme a fait Disney en son temps, c'était assez vieux quand même, je crois que c'était peut-être les années 30 ou 40, je sais plus, tu vois, mais bref. C'est carrément ok, tu vois, c'est ça le principe. Ça continue de faire vivre le truc. Donc c'est pour ça que j'adore, parce que ouais, je sais pas, ouais, c'est des histoires, et puis c'est des histoires croustillantes quand même, on va pas se mentir, assez glauques parfois aussi. Ça c'est la curiosité morbide, hein, mais voilà. Et enfin c'est assez fun quoi, c'est assez fun, moi j'aime bien, ouais. Donc, mais c'est vrai que je commençais à avoir un peu fait le tour, j'ai fait un petit peu, je parlais un peu de sujets bibliques aussi, parce que dans l'histoire de l'art il y en a beaucoup, mais ça c'est moins ma tasse de thé. Et là, ouais, j'ai envie d'ouvrir. Et puis, comme je disais, j'aimerais vivre de la chaîne. J'en vis à moitié. Enfin, en fait, je vis de mon activité de vidéaste parce que le mi-temps avec la fac, c'est produire des vidéos. Donc, je vis totalement 100% de mon activité de vidéaste. Mais le contrat, il va s'arrêter en août 2018. Et j'aimerais bien, d'ici là, être viable pour pas avoir besoin de retourner travailler à l'école primaire. Et du coup, pour ça, il faut ouvrir un peu la chaîne. Parce que c'est très cool, la mythologie. C'est sympa, mais c'est quand même une niche, tu vois. Donc le but, c'est aussi d'ouvrir un peu la chaîne pour réussir à toucher un autre public, parce que je comprends bien qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent totalement de ça, tu vois. C'est un peu très précis, quoi. Donc je voudrais ouvrir pour faire d'autres sujets, et j'ai commencé à le faire, et petit à petit, c'est l'idée, ouais, de faire de l'histoire en général, quoi. Ok, bah c'est super intéressant. Ce que j'avais vu dans les vlogs que tu as fait pour expliquer ta thèse au fur et à mesure, c'est assez impressionnant d'ailleurs comme vlog. Ouais. Je sais pas. Bah si, c'est impressionnant à voir parce que tu te dis ah waouh, ça fait 1 mois qu'elle travaille dessus et ça fait tant de pages et à la fin ça doit en faire tant. Ouais, en plus ma thèse n'est pas si énorme par rapport à des thèses d'histoire. Hein. Là, je sais pas, elle va peut-être faire... je sais pas, avec les annexes et tout, 400-500 pages, c'est pas énorme en histoire, hein. C'est plus 600-800, et il y en a qui font 1000 pages, enfin, c'est pas si gros que ça, c'est assez banal en fait, ouais. Et d'ailleurs, juste une question là-dessus, comment t'as choisi ton sujet de thèse? Parce que c'est quand même un sujet sur lequel tu savais que t'allais passer 4, 5, 6 ans. Il faut choisir un sujet hyper précis. Ouais. Ouais, en fait, il découle de mon sujet de master. Et en gros, ça vient directement de la prépa, parce que quand je suis arrivée en master, j'ai dit bonjour. En fait, alors, comme j'avais pas fait de L3, en plus je connaissais trop pas les profs, je savais pas qui prendre comme encadrant, donc j'ai un peu demandé des conseils à droite à gauche. Mais en gros, je suis allée toquer à des portes en disant, je suis allée voir des profs d'histoire ancienne, donc antiquité, et d'histoire contemporaine, 19e, parce que en prépa, j'avais eu un cours d'histoire ancienne et un cours d'histoire contemporaine, et c'est ce qui me parlait le plus, tu vois.
parce qu'on l'avait vu beaucoup plus à fond que ce qu'on a pu faire à la fac après, évidemment. Et du coup, j'ai dit « Ah, j'aime trop l'Antiquité, j'aime trop le 19e, mais j'arrive pas à choisir. » Et on m'a dit « Ah, bah vous pouvez faire les deux. » Du coup, je travaille sur l'Antiquité au 19e siècle, comment l'Antiquité est réutilisée au 19e siècle. Et ensuite, je disais « Ouais, j'aime bien la mythologie et puis l'histoire des femmes, mais pareil, j'arrive pas à choisir. » Bah, t'as qu'à choisir une déesse, comme ça, voilà. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on a composé mon sujet avec ma directrice, qui est actuellement ma directrice de thèse. Déjà en master, je bossais sur Athéna au 19e. Donc ça fait tellement longtemps. Et du coup, après, mon sujet de thèse, il découle du master, ça c'est souvent comme ça. Donc en gros, c'est un point qu'on va approfondir à fond du master qui était un peu plus général et plus léger. Voilà. Et donc là, si tu peux le rappeler, ton sujet de thèse. Oui, du coup, je travaille sur la déesse Athéna, qui est la déesse de la guerre et de la sagesse, pour faire très court dans l'Antiquité. Et enfin, en vrai, c'est bien plus que ça, mais bref. Et je regarde comment, au 19e siècle, en France, on l'utilise dans toutes les images qui sont produites par et pour l'État. Donc tout ce qui est timbres, sceaux, façades de monuments publics, monnaies, bustes de République, tu vois. Et en fait, alors pourquoi l'Antiquité au 19e siècle? En fait, c'est très à la mode au 19e, pour plein de raisons, notamment parce qu'au fin 18e, il y a eu des grandes fouilles archéologiques qui ont remis ça au goût du jour, tu vois, notamment Pompéi, tu vois. Il y a les conquêtes coloniales au 19e à fond, donc on ramène, tu vois, Napoléon, quand il va en Égypte et qu'il fait ses campagnes, il ramène des tonnes c'est ce qui a constitué nos collections au Louvre, hein, c'est à cette époque-là où le Louvre est fondé, enfin ça existe, le bâtiment existe avant et servait à d'autres trucs, mais ça devient un musée à ce moment-là, tu vois. Donc on y met des tonnes et des tonnes de trucs qu'on ramène de toutes les conquêtes. Donc ça provoque un engouement. Il y a aussi un courant artistique qu'on appelle le néoclassicisme qui s'inspire de l'Antiquité et enfin vraiment l'Antiquité c'est la référence prestigieuse, la grandeur, tout ça. D'ailleurs on a une image assez faussée de l'Antiquité qui existe toujours aujourd'hui, enfin avec le marbre froid et blanc. Alors que en fait, les sculptures de l'Antiquité, elles sont peintes avec c'est ce qu'on découvre plus tard, tu vois, en trouvant des résidus sur les statues, mais la peinture s'est barrée. Mais les sculptures, je vais y arriver, elles sont peintes de manière super flashy et tout, ce qui correspond pas du tout à l'idéal blanc immaculé du marbre qu'on s'est fait après, qu'on s'est représenté. Enfin, c'est ce qu'on jugerait de mauvais goût pour nous aujourd'hui, tu vois, que la façon dont c'est peint. Enfin bref. Et du coup, comme l'Antiquité est super à la mode, dès que tu fabriques un bâtiment et que tu le décores avec des figures et des façades, bah tu prends des figures inspirées de l'Antiquité. Et donc Athéna est très souvent présente, notamment elle est utilisée par l'État parce que comme c'est la guerre et la sagesse, ça correspond à des valeurs que l'État va mettre en avant, surtout la sagesse évidemment, enfin, mais la guerre aussi parce que c'est la guerre tactique, tu vois, réfléchie, tout ça. Et contrairement à Aphrodite par exemple, qui est la déesse qui représente la luxure, tu vois, voilà quoi. Donc on va la mettre en avant et beaucoup l'utiliser. Du coup l'idée c'est de comprendre pourquoi l'État utilise cette déesse-là à tel endroit, pour dire quoi, quel décalage avec l'Antiquité, ça touche à la propagande d'État, au discours par l'image, etc. Ce qui a du coup l'air, quand tu te donnes l'intitulé, d'être un sujet très précis et qui, quand en fait tu en parles, on se dit ouais, en fait c'est extrêmement large. Oui, parce que toute l'imagerie officielle, ça veut dire potentiellement toutes les façades de monuments publics avec des figures qui ont été construites au 19e siècle dans toutes les villes de France, par exemple. Donc autant te dire que j'ai fait un corpus sélectif. Par exemple, le Louvre, je regarde les décors du Louvre, tu vois, tous les murs, les plafonds qui ont été peints lors de la création du musée, ou pendant un temps ça a abrité des institutions de l'État, tu vois, le Louvre et tout, ça dépend des endroits du bâtiment. Donc là, voilà, on t'en fout partout des allégories avec des figures. Tu vois, Marianne, notre allégorie nationale, c'est une figure qui est construite au 19e siècle et qui est vêtue à l'antique, tu vois. Donc on s'inspire de l'Antiquité d'ailleurs. À la base, Marianne, la figure avec le bonnet phrygien, c'est l'allégorie de la liberté. Et les républicains, ils veulent associer leur régime à la liberté. Donc ils prennent ça comme... c'est après que ça devient uniquement la République française et qu'on ne peut plus associer la liberté au bonnet phrygien. Parce que c'est devenu trop la France. Mais tu vois, par exemple, pour la statue de la liberté des États-Unis, qui a été faite par un Français d'ailleurs, qui a envoyé, je crois, en 1889, fin 19e, aux États-Unis, tu peux pas la coiffer du bonnet phrygien parce que c'est le symbole français maintenant. Donc elle a une couronne solaire, alors que l'allégorie de la liberté, à la base, si on avait suivi les conventions et si la France n'était pas appropriée ça, elle aurait probablement eu le bonnet phrygien, tu vois. Enfin voilà, bref. Enfin, le bonnet de la liberté, c'est pas tout à fait le bonnet phrygien, enfin bref. Peu importe, je rentre pas dans les détails, sinon on n'a pas fini, mais voilà.
Donc oui, c'est hyper vaste en fait, ouais, carrément. Non, mais ça se voit quand on parle que c'est une passion en fait d'avoir envie de rendre ça accessible à tout le monde. Bah oui, puisque c'est ce que tu es en train de faire. Tu fais un peu de vulgarisation outre YouTube, genre enfin, je sais qu'il y a des associations qui vont par exemple dans des classes ou des trucs comme Alors, ça. non. Ou autres. Pas dans les classes, et en plus on me sollicite souvent pour ça, mais en fait j'ai eu un peu ma dose de l'école, donc je m'y tiens un peu éloignée. Par contre, avec les gens avec qui j'étais dans la formation Ma thèse en 180 secondes, et notamment un des formateurs qui est comédien, metteur en scène et docteur par ailleurs aussi, on fait tourner d'ailleurs un spectacle qui s'appelle, alors il a 10 000 noms, mais en gros c'est un comédie science show, science comédie club, c'est comme du one man show, mais pour parler de la recherche, ou exactement comme Ma thèse en 180 secondes. C'est du stand-up pour faire des blagues sur ton quotidien de chercheur ou sur tes sujets, et on est des doctorants de toutes disciplines confondues, sciences dures et sciences humaines mélangées. Ça commence à pas mal tourner, donc on se produit pour l'instant dans des événements plus comme la nuit des chercheurs ou la fête des sciences ou des trucs comme ça, mais on commence à avoir des dates dans des théâtres et tout. Donc ça, c'est l'activité en parallèle que je fais. Donc ça tourne, je les partage sur mes réseaux sociaux à chaque fois qu'on joue. Voilà. Ça s'appelle comment ? Alors il y a plusieurs noms en fait, parce que ça dépend quelle institution nous fait tourner. Si c'est la fac, ça s'appelle le Braille Club, et si on le fait en autonome, en dehors de la fac, c'est le Sciences Toulouse Sciences Comédie Club Show, je sais plus trop, mais je le partage à chaque fois. On mettra un lien on peut le retrouver dans mes réseaux. Ça marche. Ok, bah c'est hyper intéressant. Ça me fait penser un peu au concept de conférence gesticulée. Oui, bah on a beaucoup maté ça pour bosser et réfléchir à ça, ouais, carrément. Ok, et bah merci beaucoup Manon. Voilà, si je peux me permettre de rajouter, parce que quand même je suis pas toute seule à bosser sur la chaîne, donc quand même il faut que je rende hommage à ceux qui travaillent avec moi, mais donc il y a avec moi Bart, qui est mon pote qui filme, qui est cadreur dans la vie, donc je bénéficie d'un pro pour faire ça. On a aussi Otam qui fait la musique, donc voilà, je les remercie parce que sans eux, la chaîne n'aurait pas lieu, enfin il n'y aurait pas de musique et pas de son. Les vlogs, tu vois, c'est moi qui les fais toute seule avec ma GoPro, clairement la qualité n'est pas la même, quoi. Voilà quoi. Après c'est moi qui monte, c'est moi qui écris, c'est moi qui parle et qui monte, mais c'est Bart qui filme et Otam qui fait la musique, donc big up à eux. Donc tu t'es bien entourée aussi. Ouais, grave. Et merci beaucoup pour cette invite. Comme je disais, c'est trop un achievement pour moi de faire l'interview sur le canapé de Mademoiselle, parce que comme je disais, quand je préparais la chaîne avant de la commencer, je regardais les interviews de Natou et alors je te parlais, je me disais oui, peut-être qu'un jour je serai sur ce canapé, donc je suis trop contente de le faire.